Alors bonjour à tous, je suis Armand Bérard. Je me permets de me présenter très brièvement. Je suis enseignant en histoire, bien sûr passionné d'histoire, et je suis très heureux d'être ici en Bourgogne pour découvrir cette belle région et découvrir votre cercle par l'intermédiaire de François. Très heureux d'être présent parmi vous. Mais je vous en prie. Et je vais essayer de vous parler, en essayant d'être synthétique, des guerres de Vendée, et plus particulièrement de la famille La Rochjacquelin, une famille, je pense, qui parle à beaucoup de gens. Vous en avez tous entendu parler au moins une fois, si vous vous êtes rendu en Vendée ou au Puy du Fou, même si c'est pas La Rochjacquelin qui est le plus mis en valeur au Puy du Fou. Pour vous présenter brièvement mon travail, j'avais commis il y a quelques années, dans mon adolescence tardive, on va dire, une série de romans qui se passent pendant la Révolution française et les guerres de Vendée. Ça s'appelle le roman de la Durbolière. La Durbolière, c'est le nom du château de La Rochjacquelin. Si vous passez en Vendée, n'hésitez pas à aller découvrir ce beau lieu, ou en tout cas à me contacter pour vous le faire visiter. C'est vraiment un lieu rempli d'histoire, et en plus qui a été brûlé à 5 reprises pendant la guerre de Vendée. Et j'ai commis également un travail un peu plus universitaire, on va dire. C'est Auguste le Balafré. En fait, c'est la seule biographie qui existe d'Auguste de La Rochjacquelin, qui est le frère d'Henri de La Rochjacquelin, son petit frère, qui est complètement méconnu, complètement tombé dans l'oubli, mais qui a une vie tout aussi romanesque que celle de son frère aîné, donc Monsieur Henri. Voilà, lui, il a traversé tout le 19e siècle, et je vais essayer de vous en parler un petit peu en fin d'exposé. Et puis, bien sûr, on le présente plus parce que vous le connaissez tous, le film Vaincre ou mourir. Je vous le présente parce que j'avais eu le plaisir de participer à ce film, parce que j'ai été pendant de longues années acteur bénévole au Puy du Fou, vous savez, Puy Follet, comme on dit. Donc, très belle réalisation qui en appelleront sans doute beaucoup d'autres dans l'avenir. Alors, je vais vous parler des guerres de Vendée en essayant présenter les grandes étapes, et ensuite de me concentrer un peu plus sur la famille La Rochjacquelin. Je pense que vous savez déjà beaucoup de choses sur les guerres de Vendée, mais je vais juste rappeler brièvement les étapes qui amènent au soulèvement vendéen à partir de mars 1793. Alors déjà, quand on parle de guerre de Vendée, est-ce que vous savez quel territoire ça recouvre? Est-ce que c'est pas exactement la Vendée telle qu'on l'entend aujourd'hui? Est-ce que vous savez quel territoire? Ouais. Alors, il y avait le Poitou, les Deux-Sèvres, la Vendée, le département actuel de la Vendée. Il y avait le Maine et le Loire. Le Loire. En fait, donc c'est au niveau des provinces, si on parle en termes de provinces, c'est 3 provinces au sud de la Loire. Donc la Bretagne, puisque la Bretagne, comme vous savez, elle déborde au sud de la Loire jusqu'à Clisson. Donc la Bretagne, le Poitou et l'Anjou. C'est donc les 3 provinces historiques. Mais au niveau des départements actuels, donc c'est la Vendée, les Deux-Sèvres, comme vous l'avez dit. Il y a également, si vous connaissez, monsieur il connaît au fond, le Maine-et-Loire, bien entendu, et le département, avec Nantes, la Loire-Atlantique, qu'on appelait à l'époque la Loire inférieure. C'est pas très avantageux pour eux, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé ensuite la Loire-Atlantique. Donc en fait, 4 départements, 3 provinces. Donc vous voyez, quand on parle de Vendée, ça ne correspond à rien historiquement en termes de provinces, puisque ça correspond à 3 provinces. La Vendée est à cheval sur 3 anciennes provinces. Mais vous connaissez peut-être un célèbre écrivain vendéen du 19e, à cheval sur le 19e et 20e siècle, qui s'appelle Jean Yol, qui disait très bien, la Vendée, c'est la seule province, c'est le seul département qui est devenu province. Alors que toutes les provinces sont devenues des départements, la Vendée, c'est le seul département qui est devenu une province. Et c'est vrai, puisque on parle généralement de Vendée pour parler aussi bien de la Vendée, des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire ou de Loire-Atlantique. En fait, donc c'est ce qui correspond au territoire insurgé. On l'appelle également Vendée militaire. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme. Donc c'est pour désigner toute cette région, donc à cheval sur ces 4 départements, qui se sont donc ces régions qui se sont révoltées en mars 1793. Alors pourquoi elles se sont révoltées, ces régions? Est-ce que vous savez quel est l'élément déclencheur? Il y en a plusieurs. La conscription. La conscription, effectivement. Ça, c'est vraiment ce qui va mettre le feu aux poudres. La conscription, à partir de février 93. La constitution civile du clergé. Exactement, la constitution civile du clergé. Est-ce que vous savez ce que c'est, cette constitution civile du clergé? Le clergé qui est obligé de prêter serment à la constitution et de lui être obéissant avant le pape. Oui, oui, oui. Et en fait, la révolution, par cette constitution civile du clergé, alors qui a été mise en place le 12 juillet 1790, eh bien, le but, c'était de créer une église nationale. Donc, une église coupée de Rome. Donc, en faisant des prêtres, des fonctionnaires, des salariés de l'État. C'est ce qui sera le cas 10 ans plus tard avec le Concordat de Napoléon. En gros, il va reprendre les grandes lignes de la constitution civile du clergé, 1790. Bonjour. Effectivement, il y a la conscription en février 93, la constitution civile du clergé en 1790. Donc, c'est vraiment les 2 éléments principaux qui vont provoquer donc ce soulèvement vendéen. Il y a d'autres éléments également. Vous savez, le Poitou, parce que la majorité du territoire insurgé, c'est le Poitou. Il y a une partie, bien sûr, l'Anjou et la Bretagne, comme je vous l'ai dit, mais c'est principalement le Poitou. Et c'est un territoire qui n'est pas, c'est un territoire rural, qui n'est pas excessivement riche,
Et il y avait beaucoup d'espoir en 1789, comme dans beaucoup d'autres provinces de France. On voyait venir les réformes de 1789 avec beaucoup d'espoir. Sauf que ces espoirs vont être très rapidement déçus, puisque on va se rendre compte que c'est une petite minorité qui va s'accaparer les richesses, notamment les biens d'église. Vous savez qu'en 1789, la révolution, si elle s'est faite, c'est avant tout pour un problème financier. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, donc on cherche de l'argent. Où est-ce qu'on le trouve, cet argent? En dépouillant l'Église, exactement, avec les biens nationaux. On doit à Monseigneur Talleyrand en Périgord, évêque d'Autun, pas très loin d'ici, donc qui est un des promoteurs de la nationalisation des biens d'église. Donc déjà, ça va être mal perçu dans le Poitou, parce qu'en fait, ce territoire, il est très catholique, contrairement à d'autres provinces en France qui sont déjà déchristianisées. L'ouest de la France, donc ce qu'on appelle Vendée, hein, vous avez compris ce que je veux dire quand je parle de Vendée, eh bien, c'est un territoire qui est très catholique. Pourquoi? Puisque c'est un territoire qui a été réévangélisé au début du XVIIIe siècle. Vous connaissez peut-être le grand évangélisateur de la Vendée, pas seulement de la Vendée, hein, aussi en Bretagne et dans d'autres territoires. Pardon? Oui, Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, effectivement, qui se trouve à... Donc, son tombeau se trouve à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un grand lieu de pèlerinage vendéen. Donc c'est lui qui a réévangélisé la Vendée. C'est pour ça que la Vendée était très catholique, puisque paradoxalement, pendant les guerres de religion, le Poitou était un territoire assez protestant. On a beaucoup de familles de la noblesse poitevine qui étaient protestantes. Par exemple, les La Roche-Jacquelin, ils étaient protestants pendant les guerres de religion, comme beaucoup de familles du Poitou. Et il y a encore d'ailleurs des fiefs protestants en Vendée. Mais donc voilà, c'est un territoire qui a été réévangélisé, donc très catholique au moment de la Révolution. Donc ils étaient très attachés à leurs prêtres, qu'ils appelaient leurs bons prêtres. C'était pas du tout une lutte des classes qu'il y avait entre les nobles, les paysans et le clergé. Ils vivaient vraiment en symbiose, en harmonie, comme vous le savez. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu cet attachement donc aux anciennes libertés qui existaient sous l'Ancien Régime. Donc déjà, il y a eu une déception au niveau économique, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont les bourgeois qui sont accaparés les biens d'église. À partir de 1790, comme on l'a dit, il y a la nationalisation, la constitution civile du clergé, et à partir de là, la persécution des prêtres qui refusent de prêter serment, puisque quelques mois après cette constitution civile, on oblige les prêtres à prêter serment. Et s'ils ne prêtent pas serment, eh bien, ils sont chassés et déportés. Donc forcément, c'est ce qui va donc aigrir les esprits. Donc ça se fait progressivement à partir de 90, 91. Après, bien sûr, 92, comme vous le savez, il y a la prise des Tuileries, la chute de la royauté. Ça va marquer les esprits, bien sûr. Mais c'est pas l'élément déclencheur. C'est pas la chute de la royauté qui provoque les guerres de Vendée. C'est donc toute cette persécution religieuse qui se fait les années auparavant. Et puis, comme je vous l'ai dit, les espoirs déçus, notamment économiques. Mais on l'ignore, mais il y a eu un tout premier soulèvement en Vendée dès août 92, qui va pas avoir la même ampleur qu'en mars 93, le grand soulèvement de mars 93, mais il y a déjà eu un premier soulèvement. C'était contre, vous savez, l'appel aux volontaires, parce que dès août 92, même dès juillet, vous savez, on proclame la patrie en danger, puisque la France révolutionnaire se trouve progressivement en guerre contre toute l'Europe. Souvent, on entend des historiens dire c'est les monarchies européennes réactionnaires qui se sont toutes liguées contre la France pour empêcher la liberté d'être diffusée à travers l'Europe. C'est exactement l'inverse, vous le savez sans doute. C'est la France révolutionnaire qui systématiquement a déclaré la guerre aux autres pays européens. Alors bien sûr, les autres pays européens, déjà, avant qu'il y ait des déclarations de guerre, bien sûr, ils étaient déjà un petit peu sur le qui-vive. Déjà, ils rassemblaient des troupes parce qu'ils se doutaient bien qu'il allait y avoir confrontation. Mais c'est quand même la France révolutionnaire qui a déclaré la guerre à toute l'Europe. D'abord à l'Autriche, ensuite il y a eu l'Espagne, l'Angleterre, le Piémont. Donc progressivement, il y a toute une coalition européenne contre la France, puisque la France révolutionnaire cherche à exporter son modèle révolutionnaire au reste de l'Europe. Voilà. Et en fait, cette guerre à l'étranger, ça va vraiment avoir un facteur essentiel. Ça va être un facteur essentiel dans les guerres mondiales, puisque la Convention, vous savez, la Convention, c'est le pouvoir révolutionnaire qui est en place depuis la chute de la royauté, à partir de septembre 92. Eh bien, la Convention va vraiment avoir le sentiment, d'avoir une guerre intérieure, une trahison, en fait, un coup de couteau dans le dos. C'est comme ça que les historiens républicains vont présenter les choses, notamment le célèbre Jules Michelet, qui vont présenter donc les Vendéens comme des traîtres qui attaquent la République dans le dos, alors que la République se trouve en guerre contre toute l'Europe. Et donc c'est pour ça aussi qu'il va y avoir pendant très longtemps, les Vendéens vont ressentir, et c'est un petit peu encore le cas aujourd'hui, même si ça change avec le Puy du Fou, il y a quand même une honte chez les Vendéens d'en parler, même si la mémoire, comme je vous l'ai dit, revient. Mais pendant très longtemps, on a fait honte aux Vendéens, on les a considérés comme des mauvais Français, alors que pourtant la Vendée est un des départements qui a payé le plus lourd tribut en 1914. C'est un des territoires avec la Corse et la Bretagne qui ont payé le plus lourd tribut au moment de la Grande Guerre en 1914. Notamment
Le célèbre épisode de la tranchée des baïonnettes à Verdun, avec un régiment vendéen. Donc voilà tous les éléments qui amènent aux guerres de Vendée. Et puis donc, étant donné qu'on a cette guerre contre l'Europe, eh bien la République a besoin d'hommes pour défendre ses frontières. Et donc, étant donné que l'appel aux volontaires qui avait eu cours les mois auparavant, l'appel aux volontaires n'a pas été très satisfaisant, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, comme vous l'avez dit? Au pied des biens. Alors ça, les biens de l'Église, ça a été fait avant, mais je vous parle au niveau on a besoin d'hommes. On a besoin d'hommes. La conscription, voilà, ce que vous disiez tout à l'heure, la conscription. Donc ça, c'est quelque chose de très nouveau, ça, en France. On n'a jamais eu ça dans l'histoire auparavant. Puisque avant, vous savez peut-être, sous l'Ancien Régime, ça fonctionnait avec, déjà, il y avait le mercenariat qui était très important dans les armées royales, mais il y avait, l'appel aux volontaires. Il n'y avait pas de conscription. Là, en 1793, c'est vraiment quelque chose de nouveau puisque la République instaure l'idée du soldat citoyen, en fait. Chaque citoyen, en âge de combattre, doit défendre la patrie contre l'envahisseur. Puisque les frontières sont menacées, hein. Il y a eu Valmy, bien entendu, mais après Valmy, les révolutionnaires se sont pris plusieurs dérouillés, et donc Paris est menacé. Donc c'est pour ça que la République a besoin d'hommes, et donc il y a cette conscription, donc en février 1793. C'est 300 000 hommes qui sont, il y a un décret de levée en masse de 300 000 hommes. Et en fait, ça concerne tous les hommes célibataires de 18 à 25 ans. Donc les paysans n'ont pas trop envie d'aller combattre pour un régime qui n'a pas tenu ses promesses, en plus persécutent leurs bons prêtres, les prêtres réfractaires qui sont obligés de faire des messes dans les bois, dans les granges, dans les caves, donc ils sont obligés de se cacher pour ne pas être donc déportés sur les pontons de Rochefort comme beaucoup de prêtres le seront. Et puis en plus c'est un régime qui a donc mis fin à la royauté, qui en plus guillotiné le roi le 21 janvier 93. Donc tout ça c'est des choses qui sont mal perçues. Donc quand en plus la République vient chercher les hommes chez eux pour les obliger à combattre, eh bien là ça ne passe plus. Donc c'est pour ça que dès mars 93, au moment où il y a les premiers tirages au sort, parce que vous savez, ça fonctionne avec le tirage au sort. Si on tire une bille blanche, on part. Si on tire une bille noire, on reste. Et en plus de ça, on se rend compte qu'il y a certaines personnes qui sont exemptées. Par exemple, les officiers municipaux, ceux qui travaillent pour l'État, n'ont pas à aller combattre. Donc les paysans, ils ressentent une injustice. Et en plus de ça, vous avez les bourgeois qui ont les moyens de se payer un remplaçant. C'est-à-dire que s'ils sont désignés par le tirage au sort qu'ils doivent y aller, eh ben, ils payent un jeune paysan, ils payent la famille du jeune paysan pour qu'il parte à leur place. Donc voilà, il y a vraiment un sentiment d'injustice. Donc c'est pour ça qu'à partir de mars 93, soudainement, on va avoir toute une insurrection sur la rive gauche de la Loire. Ça concerne plus de 700 paroisses, donc sur les 4 départements qu'on a évoqués. Et ça va vraiment très vite, en quelques jours. Donc tout le pays se révolte, donc sur ces 4 départements, comme je le disais. Mais c'est vraiment une révolte populaire. Hein, vous le savez sans doute. On a souvent présenté ça comme des paysans qui étaient manipulés par les prêtres et les nobles. Non, c'est complètement faux. C'est vraiment une révolte populaire spontanée. Spontanée puisque au départ, dans les premiers jours, les chefs sont des paysans. Les paysans désignent des paysans pour se mettre à leur tête. Vous en connaissez un très célèbre qui se trouve en Anjou, dans les Mauges. Catilina, voilà, Catilina, ça va être le premier généralissime de l'armée catholique et royale. Et c'est un paysan. Il n'a aucune expérience militaire. Vous savez quel est son état? Il est colporteur voiturier. Il se trouve dans le village du Pas-en-Mauges, qui est un célèbre village avec une très belle église. Vous avez des magnifiques vitraux des guerres de Vendée. Et donc, au matin du 12 mars 1793, on vient le chercher. Les paysans du secteur viennent le chercher parce que c'est un homme connu pour sa grande piété. Donc, il a une grande réputation, une grande aura. Et on vient le chercher puisque dans un village voisin qui s'appelle Saint-Florent-le-Vieil, sur la Loire, il y a eu des échauffourées. Des jeunes conscrits ont refusé d'aller combattre et ils ont commencé à taper les recruteurs et donc les officiers municipaux. Donc déjà une première échauffourée et donc Catilina tout de suite il comprend ce qui est en train de se passer. Il dit à partir de là on peut plus revenir en arrière. Il y a eu les premiers combats, le sang vient de couler. Si on ne fait rien, la République va venir écraser dans le sang ce soulèvement spontané. Donc tout de suite il réunit une poignée d'hommes autour de lui. Ils sont 27 au départ. Et à ce moment-là, parce que Catilina, c'était pas un célibataire qui avait rien à perdre, hein, il avait déjà 5 enfants, il a 34 ans, 5 enfants, plusieurs qui étaient morts en bas âge. Donc voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui est ancré dans le réel. Je veux dire, il a charge d'âme. Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve pas d'excuses pour dire non, j'ai un sanglier sur le feu ou autre. Hein. Pourtant, il est en train de cuire son pain pour ses enfants à ce moment-là quand on lui apprend le soulèvement. Et bien non, tout de suite, il prend les armes et il réunit ses voisins, ses amis, ses frères, ses cousins. Donc pour donc aller rejoindre les conscrits de Saint-Florent-le-Vieil, pour leur prêter main forte. Et à partir de là,
eh bien, l'armée va grossir spontanément. Au fur et à mesure des villages qu'ils vont traverser, les paysans se regroupent et ils vont remporter leur première victoire. Alors qu'ils n'ont que des bâtons, des fusils de chasse, de vieux fusils de chasse, des faux, des fourches. Donc, pas grand-chose au départ. Mais progressivement, ils vont s'équiper avec les armes qu'ils vont prendre sur les soldats républicains. Donc, c'est les premières victoires. Jalais, Cholet, la ville de Cholet, qui est une ville symbolique, que Catilino prend. Et en même temps qu'il attaque Cholet, il y a un autre homme qui est aussi un roturier, que vous connaissez peut-être, qui au même moment, mais un peu plus loin au sud de Cholet, eh bien, a pris les armes avec une poignée de paysans. Vous le connaissez peut-être, c'était un Lorrain. Lui, il avait une expérience militaire parce qu'il avait combattu dans le régiment de Lorraine Infanterie. Non, mais un roturier. Non, il est un peu moins connu. Stofflet, Jean-Nicolas Stofflet. C'est un Lorrain. Donc lui-même, au même moment, il prend les armes et il marche sur Cholet. Donc spontanément, deux armées prennent cette ville. Donc c'est vraiment une première grande victoire pour les insurgés. Je vais pas vous faire tous les événements parce qu'il faudrait 10 heures pour tout évoquer. Mais vous voyez très rapidement l'insurrection donc s'étend au sud de la Loire. Mais les paysans comprennent qu'ils ne vont pas arriver à grand chose parce que ils n'ont pas d'expérience militaire. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, à votre avis? Oui. Et exactement, ils vont chercher les nobles auprès desquels ils étaient proches. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas du tout de lutte des classes. Souvent, c'était de la petite noblesse provinciale, la noblesse d'épée, sans grande fortune, mais qui vivait au milieu de ces paysans. Et si les paysans viennent les chercher, c'est parce qu'ils ont confiance en eux. Donc, il faut bien, c'est ça. Enfin, vous le savez déjà, mais je reprécise parce que ça m'agace toujours quand on l'entend encore, malheureusement. C'est une révolte conduite par les prêtres et les nobles. Non, les nobles sont complètement dépassés. Ils s'y attendent pas du tout. Et souvent, les nobles refusent d'aller combattre. Vous connaissez Charette, vous avez vu le film, je pense. Charette refuse de combattre. Bon, c'est un petit peu, romancé dans le film, mais c'était comme ça que ça s'est passé. Il a refusé. Delbé, c'était la même chose. Bonchamp, à chaque fois, ils étaient conscients que c'était peine perdue et qu'ils allaient au massacre, mais ils n'avaient pas le choix. Donc Charette au départ, il y a une histoire qui raconte comme quoi il se serait caché sous son lit et qu'on lui aurait tiré sa botte pour l'obliger à aller combattre. Et à partir de là, il comprend qu'il n'a pas d'autre choix que d'accepter. Mais à partir de là, il va se montrer un chef, incontesté. Donc il dit même à ses paysans, à partir de ce moment-là, c'est moi qui commande. Et si on ne m'obéit pas, celui qui ne m'obéit pas, je lui casse la tête. Donc les nobles n'ont pas d'autre choix que de combattre. Mais étant donné que ils sont un petit peu le fusil sur la tempe, eh bien, à partir de là, c'est eux qui vont assurer le commandement. Et les paysans vont les suivre même aveuglément, puisque vous savez qu'ils vont même aller jusqu'en Normandie pour essayer de trouver l'aide des Anglais. Mais on en parlera peut-être un petit peu après, rapidement. Donc voilà, les nobles prennent la tête du soulèvement et donc la révolte s'étend. Et la Convention ne comprend pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est la Convention qui va utiliser le terme de Vendée pour désigner toute cette insurrection, parce qu'il y a une célèbre bataille qui est si je vous dis le bled, ça va peut-être pas vous parler, mais la bataille de Saint-Vincent-Sterlange avec le pont Charot, c'est une grande victoire où en fait là cette fois-ci, ce sont pas des gardes nationaux, mais des soldats de ligne républicains qui sont battus par des paysans. Et cette bataille, elle est célèbre puisque les républicains se sont fait avoir par les Vendéens qui chantaient la Marseillaise des Blancs. Donc ils ont cru que c'était des renforts républicains qui venaient à eux, et en fait c'était des Vendéens. Voilà. Donc en fait cette célèbre bataille, elle a lieu en Vendée, et c'est suite à cette bataille que les conventionnels, donc les députés de la Convention, font désigner tout ce qui se passe au sud de la Loire sous le nom de Vendée. C'est pour ça le terme vendéen, c'est un terme qui est révolutionnaire. En fait, c'est les révolutionnaires qui emploient ce terme, parce que les Vendéens eux-mêmes s'appelaient pas des Vendéens, comme je vous l'ai dit, ils se sentaient poitevins, angevins, bretons. Bref, donc c'est vraiment les révolutionnaires qui vont désigner tout ce qui se passe sous le terme de Vendée. Donc la révolte s'étend. Il y a le célèbre Henri de la Rochjacquelin, bien entendu, qui va prendre part au combat un petit peu plus tard, quelques semaines plus tard, puisque lui il se trouve dans les Deux-Sèvres, et à ce moment-là la conscription a lieu un peu plus tard. Mais c'est aussi parce que c'est dans les Deux-Sèvres qu'il y a eu ce premier soulèvement en août 92 dont je vous ai parlé brièvement. Ce premier soulèvement qui a été vraiment réprimé dans le sang. C'est pour ça que les Deux-Sèvres ont été un territoire qui se sont révoltés un petit peu après. C'était vraiment très brutal, en août 92. Les paysans ont été massacrés, même les gardes nationaux ensuite paradaient avec des colliers d'oreilles et de nez d'insurgés qu'ils avaient coupés. Donc c'était vraiment très violent, ça a marqué les esprits. Donc c'est pour ça que la Rochjacquelin va prendre part au soulèvement un peu plus tard. Lui, la Rochjacquelin, je vais vous en parler un petit peu plus parce que c'est peut-être le personnage que je connais un petit peu plus par rapport aux autres. La Rochjacquelin, c'est un jeune homme qui n'a que 20 ans, et qui a été officier dans la garde royale de Louis XVI. Donc il a pris part à la défense des Tuileries le 10 août 92. Il y a d'autres chefs vendéens aussi qui étaient présents aux Tuileries. Marigny, d'Autichamp, Lescure, qui est un de ses cousins, qui était présent. Alors il a pas pris part directement au combat des Tuileries, mais il était sur place.
Bref, et certains disent Charette, mais on n'est pas sûr que Charette ait réellement pris part au combat. Bref, La Roche-Jacquelin, lui, il a combattu donc le 10 août 92. Il a échoué à défendre la famille royale parce que lui, il était prêt à mourir les armes à la main avec ses compagnons. Il a réussi à s'en tirer. Vous savez que c'était horrible, le massacre des Tuileries. Je vous apprends rien. Plus de 900 soldats suisses qui ont été massacrés. Voilà, c'est vraiment horrible, avec des membres, les révolutionnaires qui paradaient avec des membres de soldats, qui s'avaient arrachés. Donc La Roche-Jacquelin réussit à se cacher pendant plusieurs jours à Paris. Il réussit in extremis à quitter la capitale avec son cousin, donc Lescure, dont je vous ai parlé. Et Lescure, vous le connaissez peut-être aussi, enfin il est un peu moins connu que La Roche-Jacquelin. On l'appelait le saint du Poitou parce que c'était un homme très pieux, comme Catilino qu'on appelle le saint de l'Anjou, et Lescure le saint du Poitou. Vraiment deux hommes de grande piété. Et donc Lescure et La Roche-Jacquelin réussissent à quitter Paris. Donc là on est en fin août, début septembre 92, donc avant l'insurrection vendéenne. Ils réussissent à quitter Paris et donc à rejoindre le Poitou. Et ils vont passer tout l'hiver, donc en fait chez Lescure, qui a une propriété près de Bressuire, dans les Deux-Sèvres, je sais pas si vous voyez. Et ils vont attendre qu'il se passe quelque chose, mais sans espoir. Ils avaient même, comme beaucoup de nobles, l'espoir d'essayer de faire quelque chose pour sauver le roi. Ça n'a pas marché. Et c'est vraiment le soulèvement de mars 93 qui va les prendre de court, parce qu'ils n'avaient pas du tout anticipé ça. Donc La Roche-Jacquelin, apprenant qu'il se passe quelque chose dans le pays, eh bien il va revenir sur les terres de sa famille, le château de la Durbelière dont je vous parlais tout à l'heure. La Roche-Jacquelin, c'est le seul de sa famille à être resté en France, parce que les autres ont émigré. La famille de La Roche-Jacquelin a des propriétés aux Antilles, à Saint-Domingue. Donc le père de La Roche-Jacquelin et un de ses frères vont passer toute la Révolution à Saint-Domingue, où il y a des combats également. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très compliqué ce qui se passe à Saint-Domingue. C'est pas du tout la vision manichéenne, les gentils noirs contre les méchants blancs oppresseurs. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Vous avez des insurgés noirs qui combattent avec des royalistes, des insurgés noirs qui combattent avec des républicains, et au milieu de ça, il y a aussi les Anglais, les Espagnols qui ont des îles autour et qui essaient de tirer la couverture à eux. Bref, donc la famille La Roche-Jacquelin, une grande partie de la famille va combattre aux Antilles pendant la Révolution, et Monsieur Henri ne reverra jamais les siens. Il est le seul donc à être resté en France pour défendre le trône et l'autel. Donc quand intervient le soulèvement, il rejoint donc ces terres de la Durbelière, comme je vous disais, et les paysans, apprenant qu'il y a le fils de leur marquis, parce que le père de Monsieur Henri c'était un marquis, donc très aimé des populations alentours, apprenant qu'il y a le fils du marquis qui revient au pays, donc les paysans spontanément convergent vers la Durbelière pour aller chercher Monsieur Henri. Le jour de cette prise d'armes, elle a lieu le 13 avril 93, c'est un événement assez célèbre. 13 avril 93, il y a 3000 paysans qui se réunissent dans la cour de la Durbelière. Vous connaissez sans doute cet événement, puisque La Roche-Jacquelin, donc quand il prend les armes, il va faire une célèbre harangue. Vous connaissez sans doute sa devise. Quelle est-elle? Voilà. Il fait un discours en disant, mais alors qu'il a 20 ans seulement. Faut bien s'imaginer, il n'a que 20 ans, c'est encore un gamin. Et il dit lui-même, je suis encore un enfant, à peine me connaissez-vous, mais j'espère que par mon courage, je saurais être digne de vous commander. Donc c'est là qu'il dit, si j'avance, tuez-moi, effectivement. Si j'avance, tuez-moi. Si je recule, tuez-moi. Si je meurs, vengez-moi. Donc à seulement 20 ans, il a réussi complètement à galvaniser ses hommes. Et à partir de là, ils vont remporter leur première victoire dans un village pas très loin, puisque à ce moment-là, on est en avril 93. Déjà, l'insurrection, elle est un petit peu, en mauvaise posture, puisqu'il y a plusieurs armées révolutionnaires qui convergent vers le pays insurgé pour prendre en étau les insurgés. Et donc les insurgés sont un petit peu en mauvaise posture, comme je disais, et La Roche-Jacquelin va sauver la situation en battant une armée républicaine. Donc, il rentre dans la danse, et dès le premier jour, il remporte une grande victoire. Donc, ce qui permet de venir prêter main forte au reste des insurgés, et donc en apportant de nouveaux hommes, des vivres, des munitions. Donc, on peut dire que Monsieur Henri, dès le premier jour, il sauve l'insurrection du désastre. Parce que quelques jours auparavant, il y avait une célèbre bataille qui s'appelle la bataille de Chemillé, avec ce qu'on appelle le pater de Delbé. Vous connaissez peut-être cet épisode, ce qui montre bien que c'était une révolte de chrétiens. C'était vraiment une guerre sainte, on pourrait dire. Puisque très souvent, les paysans, au lieu de massacrer les républicains, leur font grâce. Notamment par l'intermédiaire des chefs, qui sont souvent là pour temporiser un petit peu l'excès des paysans. Parce que quand vous revenez chez vous et que vous avez votre famille massacrée, votre femme clouée sur une porte et violée, vous n'avez pas trop envie de faire preuve de charité, vous comprenez, je pense, naturellement. Mais les chefs sont souvent là pour temporiser. Et donc, on a un chef vendéen qui s'appelle Delbé, qu'on appelle le général La Providence, qui était aussi un homme très pieux, et qui intervient et qui dit, parce que donc les paysans veulent aller massacrer les prisonniers républicains qui sont retenus dans l'église, qui sont prisonniers dans l'église, et Delbé dit très bien, mais avant, on va réciter le Pater Noster. Donc tout le monde se met à genoux, et donc bien sûr, il y a le passage pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Delbé dit,
malheureux, vous osez demander à Dieu de pardonner comme vous pardonnez. Donc à partir de là, l'argument il est sans réplique et donc les paysans repartent tous hein, et les prisonniers sont sauvés. Et ça, on a plein d'exemples comme ça. Vous savez, vous connaissez sans doute le pardon de Bonchamp. Il y a 5000 prisonniers qui sont libérés. Ça, on le voit dans la Cynécémie Puy du Fou. Voilà, il y a plein de passages comme ça où on voit les Vendéens systématiquement gracier leurs prisonniers, alors que les Républicains ne font pas la même chose, hein, bien au contraire, parce que c'est vu comme un acte de faiblesse et ça les énerve les Républicains de voir. Il y a même un représentant du peuple en mission. Vous savez, les représentants, c'était des députés qui étaient envoyés par la Convention pour surveiller les armées. Parce que c'était comme à l'époque soviétique, hein, c'était des commissaires politiques qui surveillaient que les généraux n'allaient pas trahir. Parce qu'il y a eu plusieurs trahisons de généraux, hein, notamment le général Dumouriez, qui est le grand vainqueur de Valmy, qui est passé du côté autrichien. Donc ça fout un peu mal. Donc c'est pour ça qu'il y a des commissaires politiques qui sont envoyés auprès des armées pour surveiller. Et il y a un commissaire politique, un représentant du peuple, comme on disait à l'époque, qui s'appelle Merlin de Thionville et qui disait lui-même des hommes libres ne peuvent pas devoir la vie à des esclaves. Parce que les Vendéens sont considérés comme des esclaves, puisqu'ils refusent la liberté que la République leur offre généreusement. Et les Vendéens refusent les droits de l'homme. Donc bref, donc pour ça que les Républicains ne vont pas je veux dire, faire preuve d'autant de mansuétude que les Vendéens. Faut bien comprendre ça. C'est vraiment, je veux dire, d'un côté, on a le pardon quasi systématique, même si bien sûr, je veux pas dire qu'il n'y a pas eu de républicains massacrés. Je vais pas prétendre ça. Ça reste une guerre civile. Mais très souvent, on a des républicains qui sont graciés. Et Monsieur Henri lui-même, hein, il va faire preuve de beaucoup de pardon, mais j'en parlerai un petit peu après. Donc, juste pour me recentrer un peu plus sur Monsieur Henri, parce qu'on pourrait dire plein de choses hein, sur la guerre Vendée, mais Monsieur Henri, donc, il va devenir très populaire auprès de ses troupes. Il va remporter plusieurs victoires. Quelques semaines plus tard, il va remporter une grande victoire à Thouars en Deux-Sèvres. Il va s'emparer de la ville, qui est une forteresse. Hein. Il y a une gravure célèbre où on le voit juché sur les épaules d'un de ses lieutenants, et il ouvre une brèche à la main. Ça, c'est Monsieur Henri. Et donc, il joue un grand rôle dans la capitulation de la ville. Et d'ailleurs, en prenant cette ville, il va faire prisonnier un général républicain qui s'appelle Quétineau, qui est un homme du pays, et il essaie de le convaincre de rejoindre les troupes vendéennes, mais Quétineau refuse parce qu'il veut rester fidèle à la République. Et la République ne lui en sera pas gré, puisque ce Quétineau, une fois revenu à Paris, qu'est-ce qui va lui arriver à votre avis? Il sera guillotiné, parce que la République n'aime pas les perdants. Parce que si vous perdez, c'est que vous êtes un traître. Et il y a plein d'exemples comme ça de généraux qui ont été envoyés à la guillotine. Vous connaissez sans doute Alexandre de Beauharnais, l'époux de Joséphine de Beauharnais. Il est envoyé à la guillotine parce que on l'a accusé d'avoir capitulé à Mayence. Voilà. Voilà, faut bien imaginer qu'on est face à un régime, faut bien le dire, totalitaire, qui ne pardonne pas aussi bien à ses ennemis qu'à ses propres généraux qui ont été battus. Donc voilà, les victoires s'enchaînent. On est vraiment dans le printemps des victoires à ce moment-là, printemps 93. Les villes tombent les unes après les autres. On a Fontenay-le-Comte qui tombe, qui est à l'époque la préfecture de la Vendée, enfin, le chef-lieu, parce que la préfecture n'existait pas, le chef-lieu de la Vendée, avant la création de La Roche-sur-Yon. On a la prise de Saumur, qui est une ville importante sur la Loire. À partir de là, la Convention tremble, puisque une fois que les Vendéens sont à Saumur, ils peuvent très bien aller vers Paris. Rien ne les en empêche. Napoléon lui-même, vous savez que Napoléon avait une grande admiration pour les Vendéens, qu'il appelait les géants. Il disait lui-même dans ses mémoires que si les Vendéens avaient marché sur Paris après la chute de Saumur, la Convention n'aurait pas pu s'y opposer. Parce que la Convention était déjà retenue par forcément la guerre aux frontières nord-est. Donc selon Napoléon, la Convention n'aurait pas pu s'y opposer. Sauf que ce qu'il oublie, c'est que les Vendéens n'étaient pas des troupes régulières, c'était des paysans. Des paysans qui ont pris les armes justement pour ne pas partir en guerre. C'est ça un petit peu le paradoxe. Ils ont pris les armes pour pouvoir rester libres et rester vivre en paix dans leur foyer. Donc c'est ça le problème de l'armée vendéenne, c'est que les chefs ne pouvaient pas les emmener très loin de leur foyer. Il y a une expression qui a été utilisée à l'époque, c'est changer de chemise. C'est-à-dire que dès que les Vendéens avaient battu les Républicains, ils repartaient dans leur ferme pour les travaux des champs. Changer de chemise, c'était l'expression qu'on employait. Donc c'est ça le problème, c'est que les chefs ne pouvaient pas maintenir longtemps les hommes sous les drapeaux. Donc c'est pour ça que l'insurrection elle était un petit peu vouée à l'échec en l'absence de soutien extérieur. Vous savez bien sûr qu'il y avait les princes émigrés à l'étranger, mais bon, ils n'étaient pas très chauds, on va dire, pour soutenir les Vendéens. Il y a quand même eu quelques exemples. Le prince de Talmont, qui est le seul exemple de membre de la très haute noblesse, qui vient rejoindre les Vendéens et qui va diriger la cavalerie vendéenne. Bon, il va pas être... c'est un homme très brave, mais qui va faire plusieurs erreurs sur le champ de bataille, notamment la bataille de Nantes. Vous savez, Nantes, le 29 juin 93, ça va être le tournant de la guerre. Nantes, c'est la grande ville de l'Ouest, ville très républicaine, et c'est une ville qui commande la Loire et qui est un grand port. Donc les Vendéens veulent s'en emparer, sauf qu'ils vont échouer à prendre la ville. Alors bon, la ville était en passe de tomber, sauf que vous savez peut-être ce qui va changer le cours de la bataille, c'est que Catilino, qui combat à la tête de ses troupes, hein, contrairement aux républicains où les chefs sont loin derrière, eh bien les paysans ont besoin d'être menés par leur chef. Comme je disais, Nantes, c'est vraiment
la bataille qui va faire basculer le cours du conflit. Le 29 juin 93, Catilino est mortellement blessé en attaquant donc le centre de Nantes où les républicains s'étaient réfugiés, puisque le prince de Talmont, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui commandait la cavalerie, il a commis une erreur lors de cette bataille, c'est qu'il a tourné les canons sur les fuyards républicains qui étaient en train de quitter la ville par la porte de Vannes. Les républicains étaient en train d'évacuer la ville, donc la ville était en passe de tomber aux mains des Vendéens. Sauf que voilà, le prince de Talmont, qui était un petit peu réfléchi, voilà, il a malheureusement eu une grande part dans l'échec de cette bataille, dans le cours de la bataille, puisqu'il va diriger les canons vers les républicains. Donc les républicains vont se sentir obligés de se réfugier à l'intérieur de la ville et de résister jusqu'au bout. Donc Catilino, donc quand il charge à la tête de ses troupes, eh bien il est grièvement blessé par un tir embusqué. Et donc les paysans, quand ils voient leur chef à terre, alors qu'il ne meurt pas sur le coup, mais qui est grièvement blessé, les paysans à ce moment-là, c'est plus possible de les contrôler. Quand ils voient leur chef à terre, c'est impossible de les maintenir en place. Donc ils évacuent la ville et la ville est sauvée in extremis. Et les républicains eux-mêmes n'y croient pas. Donc la ville est sauvée. On peut dire que Nantes a sauvé la République. Parce qu'à partir de là, les Vendéens ne vont plus vraiment avoir l'avantage. Ils vont être sur la défensive, puisque dans les jours qui suivent, eh bien les armées révolutionnaires convergent vers la Vendée, avec notamment un célèbre général qui s'appelle général Westermann, un Alsacien, qu'on surnommait le boucher de la Vendée. Ça vous montre à quel point il a laissé de mauvais souvenirs dans la région. Il disait à lui-même la vue d'un village en feu terrorise plus que la vue de 100 cadavres, et mieux vaut les deux, disait-il. Pourquoi il était si cruel, Westermann? Non pas parce qu'il était alsacien en soi, mais c'est parce que, excusez-moi s'il y a des Alsaciens, non mais je veux dire voilà, bref, non parce qu'on remarque souvent que les armées révolutionnaires qui ont combattu en Vendée, c'était ceux qui étaient les plus loin de la Vendée, c'est-à-dire les régions de l'Est, parce que c'était les régions les plus républicaines et les plus patriotes. Pourquoi? Parce que c'était les régions qui étaient forcément au contact des troupes coalisées. Donc c'est là qu'il y avait on faisait exprès d'envoyer des troupes de ces régions-là, déjà pour ne pas pactiser avec les Vendéens. Parce que si c'était forcément des soldats qui venaient de régions plus proches, il y a eu d'ailleurs beaucoup de républicains qui ont déserté pour rejoindre les Vendéens à plusieurs reprises. On le voit notamment à travers le film Vaincre ou mourir. Il y a pas mal de déserteurs républicains qui ont rejoint les Vendéens. Mais en envoyant donc des troupes de l'Est, c'était des troupes qui étaient censées être sûres politiquement, un peu plus sûres, on va dire. Donc Westermann, lui, s'il était si cruel, c'est parce qu'il était, on le disait, ami de Danton. Danton, qu'on peut voir bien sûr comme un révolutionnaire sanglant, il était trop indulgent aux yeux de certains, donc suspect. Et donc Westermann, il a dû prouver en Vendée qu'il n'était pas un tiède. Et c'est ce qu'il va montrer à plusieurs reprises en Vendée. Et c'est lui notamment qui va incendier le château de la Durbelière. Le château de Monsieur Henri, ça va être le premier incendie. Au total, il va y en avoir 5, comme je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il reste que des ruines maintenant, parce qu'on savait que c'était le château forcément de la Roche-Jacquelin, donc il y a eu vraiment un acharnement sur ce château. Mais il y a énormément d'endroits. Malheureusement, la Vendée, on peut dire qu'au niveau patrimoine, c'est pas aussi riche qu'ici dans cette belle région de Bourgogne, parce qu'il y a très peu finalement de châteaux et de bâtiments qui datent d'avant la Révolution. Puisqu'on va dire que la République a fait un petit peu le décor. Voilà, elle a tout détruit. Il y a très peu de choses qui datent d'avant la Révolution en Vendée, sauf exception. La Chaboterie, par exemple, vous savez, la Chaboterie, là où était capturé Charette, puisque ça servait de cantonnement républicain. Mais voilà, il y a très peu de choses, malheureusement, qui datent d'avant le 19e siècle. Oui, ce que l'on dit, oui, donc les républicains vont porter le feu et le sang donc sur le territoire vendéen. Mais voilà, les Vendéens tiennent, résistent encore, parce que les républicains, à plusieurs reprises, sont déconcertés, parce que les républicains remportent des victoires. Donc les Vendéens se dispersent en disant, ça y est, la guerre, elle est terminée. Sauf que quelques jours après, les Vendéens déboulent, sans qu'on s'y attende, des milliers d'hommes. Et c'est pour ça que les républicains sont toujours pris de court. Puisque vous savez que la Vendée, c'est un pays de bocage. Donc, très impénétrable. Beaucoup plus que maintenant, parce que maintenant, forcément, il y a des routes partout. À l'époque, c'était vraiment, il y avait de la forêt, il y avait du bocage. Donc, c'était impénétrable pour les troupes républicaines. En plus, c'était très humide, c'était impossible de s'y déployer de la cavalerie ou déployer de l'artillerie. Donc, c'est pour ça que certains chefs vont prendre le parti de faire de la petite guerre, comme on disait à l'époque. C'est la guérilla. Donc Charette fera ça notamment dans les mois qui suivront. Mais en 93, on est plus sur des grandes batailles rangées, contrairement à la chouannerie au nord de la Loire, parce que vous savez qu'au même moment, en Bretagne et dans le Maine, eh bien, il y a des mouvements de chouannerie, mais c'est pas aussi cadré que la Vendée. La Vendée, c'est vraiment des troupes, des batailles rangées, et c'est progressivement ensuite que la Vendée fera comme la chouannerie, c'est-à-dire la petite guerre, donc la guérilla. Mais voilà, il y a les Vendéens résistent. Mais ce qui va être le basculement, il y a la bataille de Torfou en septembre 1793, où là, on a des troupes républicaines qui viennent de la ville de Mayence, j'en parlais tout à l'heure. Vous savez, la ville de Mayence en Allemagne était une ville tenue par les républicains qui était assiégée par les troupes coalisées, austro-prussiennes. Les républicains ont résisté vaillamment dans cette ville et ils ont obtenu une capitulation honorable puisque les coalisés leur ont permis de repartir avec armes, bagages et drapeaux, à condition
de ne plus combattre contre les troupes coalisées. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va faire la Convention? Voilà, exactement. Elle va utiliser ces troupes aguerries qui sont considérées comme les meilleures troupes du monde à l'époque, avec des généraux très talentueux comme Kléber, que vous connaissez sans doute, encore un Alsacien, général Kléber, or qui est pas aussi sanguinaire que son acolyte Westermann, qui est un général un peu plus humain, on va dire, mais qui a quand même des massacres à son actif. Hein. Il n'a pas les mains propres non plus, mais un peu plus humain, on va dire, s'il y a un degré, si on peut faire une échelle sur l'échelle de l'humanité, du degré d'humanité. Donc, Torfou, ça va être une bataille célèbre parce que donc ces troupes qu'on appelait les Mayenzais vont être sévèrement battues par les Vendéens. Vous vous rendez compte, des troupes en sabots avec des bâtons, des fourches et des armes, voilà, qui volent pas très haut, vont défaire des troupes aguerries. C'est pour ça que cette bataille de Torfou est très célèbre. On la voit dans le film Vaincre ou mourir. Mais bon, au début, les Vendéens étaient en train de paniquer parce que ça se passait mal pour eux. Et cette bataille est célèbre aussi parce que les Vendéens étaient en train de se replier, de se replier. Et c'est les femmes qui vont faire barrage aux hommes pour leur faire honte et les obliger à retourner sur le champ de bataille. Parce que ils savaient très bien que s'ils étaient battus, eh bien tout le territoire aurait été brûlé. Voilà, il y aurait pas eu de, les Bleus n'auraient rien épargné. Donc c'est pour ça que les Vendéens se sont battus jusqu'au bout et qu'ils ont remporté cette grande victoire de Torfou. Malheureusement, cette victoire va être sans lendemain puisque une des difficultés aussi de l'armée vendéenne, c'est que les chefs, il y en avait plusieurs, même s'il y avait Catlino, donc le généralissime, à la tête, mais Catlino, comme je vous l'ai dit, eh bien il a été blessé à mort. Il va mourir quelques jours après la bataille de Nantes, le 14 juillet, ça ne s'invente pas. Donc c'est pour ça que tous les 14 juillet, les Angevins connaissent bien ce 14 juillet, parce que tous les ans, on fait un pèlerinage Catlino, en Anjou. Donc, en fait, c'est Delbé qui va ensuite le remplacer comme généralissime, mais il n'empêche qu'il y a des petits chefs un peu partout, et chacun se dispute un petit peu le commandement. Donc, il y a vraiment une querelle d'ego, et c'est ce qui va apporter vraiment un coup sévère aux Vendéens. Là, vous savez, Charette, lui, il était réputé, il s'est cavalier seul. À plusieurs reprises, il s'est battu avec la grande armée catholique et royale. Enfin, je ne vous ai pas précisé, mais la grande armée catholique et royale, donc c'est celle où il y a Catlino, Delbé, Bonchamp, voilà. Et on a Charette de l'autre. Et Charette, lui, fait cavalier seul. Parce qu'à plusieurs reprises, quand il s'est battu avec l'armée catholique et royale, eh bien, ça n'a pas été très, les résultats n'ont pas été terribles. Et donc, c'est pour ça que Charette décide de combattre de son côté dans son marais. Lui, il est vraiment à l'écart par rapport aux autres chefs vendéens. C'est pour ça qu'il va durer le plus longtemps par rapport aux autres. Parce qu'il combat vraiment de son côté. Donc bref, les chefs vendéens ne s'entendent pas systématiquement. C'est pour ça qu'à plusieurs reprises, il y a des batailles qui auraient pu être gagnées, et malheureusement, à cause des divisions, c'est les Républicains qui l'ont emporté. Et donc quelques semaines après cette grande victoire de Torfou, il va y avoir la bataille de Cholet, que vous connaissez sans doute, puisque les Mayenzais vont revenir, plus nombreux encore, et les Vendéens vont être battus. Et donc là, c'est vraiment un autre tournant dans le conflit, cette bataille de Cholet, 17 octobre 93, puisque les Vendéens sont chassés de leur territoire. Et ça va être le début de ce qu'on appelle la virée de Galerne. Vous connaissez peut-être cet épisode. Est-ce que vous savez en quoi ça consiste, la virée de Galerne? Oui. Mais c'est la déroute des Vendéens face aux armées républicaines. Oui. En fait, la virée de Galerne, donc effectivement, c'est suite à la déroute de Cholet. Ils vont se replier sur la Loire, oui. C'est pas quand ils partent direction de la Normandie, moi je suis longtemps. Voilà, c'est ça. Ils partent vers la Bretagne et ensuite vers la Normandie. Alors déjà, pour essayer de soulever ces régions, parce que comme je disais, il y a déjà des mouvements de chouannerie, mais qui sont pas structurés. Et c'est aussi pour attendre l'arrivée des Anglais et des princes émigrés qui sont en Angleterre. Donc au début, cette virée de Galerne, eh bien, donc elle commence par des victoires, parce que les villes tombent les unes après les autres, parce que les villes sont simplement défendues par des gardes nationaux. Donc les villes tombent les unes après les autres, mais les Vendéens ensuite n'y restent pas, ils ne s'y maintiennent pas, parce que leur but c'est d'aller vers la Manche. Et à ce moment-là, parce que je voulais le dire, mais la bataille de Cholet, qui était donc célèbre, défaite très très dure, comme je l'ai dit, eh bien, plusieurs chefs vendéens sont blessés à mort. On a Bonchamp, d'où le pardon de Bonchamp le lendemain, puisque Bonchamp, avant de mourir, il va exiger que tous les prisonniers républicains qui ont été faits, il y en a quand même 5000, eh bien, qu'ils soient graciés. Donc, c'est le fameux pardon de Bonchamp. Donc, on voit, comme je vous l'ai dit, au Puy du Fou. Donc, 5000 prisonniers républicains qui sont sauvés, mais les chefs républicains ne vont pas garder souvenir de ce geste de charité, puisque Merlin de Thionville, dont je parlais tout à l'heure, disait lui-même qu'il faut que ça s'oublie. Il dit les Vendéens ne prennent pas le temps de lire, ni d'écrire, ni de lire les journaux, donc cela s'oubliera comme tant d'autres choses. Il voulait vraiment que cet événement soit oublié, voilà, effacé des mémoires. Mais il y en a quand même qui vont s'en rappeler, puisque vous connaissez peut-être un sculpteur qui s'appelle David d'Angers, qui était le fils d'un des soldats républicains qui a été gracié, et David d'Angers, pour remercier le geste du pardon de Bonchamp, eh bien, va construire une statue à Saint-Florent-le-Vieil. Si vous passez par Saint-Florent-le-Vieil, il y a une magnifique statue de Bonchamp expirant
avec écrit grâce aux prisonniers. Donc on voit quand même que parfois il y a des gestes de de gratitude. Donc à partir de là, Bonchamp va mourir. Delbé, il était grièvement blessé, donc il va être évacué vers Noirmoutier. Donc on ne sait pas à qui confier le commandement, puisque les principaux chefs sont soit hors combat, soit ils ont déjà été tués. Donc à qui va-t-on confier le commandement d'après vous? Oui. Alors non, Charette, parce que lui, Charette n'a pas pris part à la guerre de Galernes, parce qu'il reste dans son marais de son côté, donc il est vraiment à part. C'est pour ça que certains vont lui garder rancune, puisqu'on l'accuse de ne pas avoir soutenu les Vendéens à Cholet. Non, ça va être La Roche-Jacquelin. La Roche-Jacquelin, qui a seulement, il vient d'avoir 21 ans à ce moment-là, eh bien, on le nomme généralissime de toute l'armée catholique et royale. Faut imaginer un petit peu le poids qui repose sur ses épaules. Il commande à peu près 80 000 personnes, aussi bien des hommes, mais aussi des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés, puisque c'est tout le pays insurgé, en fait, qui est vidé de ses habitants pour ensuite aller, comme je vous l'ai dit, vers la Bretagne et la Normandie. Donc c'est vraiment un immense exode. Et donc, Monsieur Henri a la lourde charge de commander cette armée et de la mener à la victoire. Donc, comme je vous l'ai dit, ils enchaînent les victoires au départ, mais ils vont se casser les dents sur le port de Granville, dans la Manche. Ils n'ont pas réussi à s'emparer de la ville, il n'y avait pas de matériel de siège. Et puis, malheureusement, les Anglais ne viennent pas. Les Anglais avaient préparé une flotte qui était à Jersey, mais bon, si vous voulez, ça s'est fait tellement rapidement et les communications étaient tellement mauvaises entre les Anglais et les Vendéens qu'il n'y a pas eu de coordination. Et puis, de toute manière, il est peu probable que les Anglais avaient réellement le souhait de soutenir les Vendéens. Ils leur envoyaient quand même des armes de temps à autre, mais si vous voulez, le but des Anglais, c'était plus de maintenir la division entre Français plutôt que de soutenir réellement les royalistes. On l'a vu à plusieurs reprises, on le verra à d'autres reprises, notamment au débarquement de Quiberon, en Bretagne. Les Anglais, eux, ce qu'ils veulent, c'est maintenir la division en France, et puis comme ça, récupérer toutes nos îles, c'est pratique. Et donc, voilà. Les Vendéens ont bien compris rapidement qu'ils ne pouvaient pas compter sur les Anglais. Donc, les Vendéens ont été battus à Granville. À partir de là, les Vendéens ne veulent plus obéir à leur chef. Ils ne veulent plus partir au bout du monde, parce que pour eux, c'est le bout du monde. La plupart n'ont jamais quitté leur village, pour beaucoup en tout cas. Et donc, les chefs ne sont plus obéis. Et Monsieur Henri, lui, il aimerait bien emmener son armée vers Paris, mais il sait très bien qu'il n'est pas obéi. Et il va être obligé de suivre ses soldats. Ce sont les chefs qui se mettent à suivre les soldats, parce qu'ils veulent retourner dans leur pays. Ils crient à la Loire, à la Loire. Ils veulent donc revenir dans leur chère Vendée. Sauf qu'ils vont échouer, puisque à Angers, ils se cassent les dents de nouveau, parce qu'ils n'ont pas le matériel de siège. Angers était une ville qui avait été prise quelques mois auparavant par les Vendéens, mais qui était repassée républicain. Et ensuite, il y a le terrible massacre du Mans, 12 et 13 décembre, où c'est plus de 15 000 personnes, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui sont massacrés. Terrible massacre du Mans. Mais il va y avoir encore un autre massacre, parce qu'il va y avoir quelques survivants. Et cette épopée, donc, de la guerre de Galernes, qui va durer plus de 2 mois, va se terminer dans un autre lieu, vous connaissez peut-être, près de Nantes, ça s'appelle Savenay, dans les marais de Savenay. Donc, l'armée catholique et royale va être complètement exterminée, le 23 décembre 93. Donc là, c'est un nouveau tournant, puisqu'à partir de là, on n'a plus de grandes batailles rangées comme on l'avait tout au long de l'année 93. Ça va être désormais des escarmouches, une guerre de partisans, en fait, une petite guerre, la guérilla, comme les Chouans. Mais il va y avoir encore quelques chefs qui vont maintenir le soulèvement. Mais en janvier 94, alors que, comme je l'ai dit, l'armée vendéenne n'existe plus, la Convention, au lieu de mettre en place des mesures pour essayer de pacifier un peu la région, qu'est-ce qu'elle va faire à partir de janvier 94? Les colonnes infernales, voilà. Parce que alors que l'armée vendéenne a été complètement écrasée, qu'il n'y a plus de réelle menace pour la République, eh bien, la Convention décide d'envoyer des colonnes incendiaires pour tout massacrer, tout brûler, indépendamment du fait que vous étiez royaliste ou républicain, parce qu'il y avait aussi des Vendéens qui étaient républicains, notamment dans le sud. Et en fait, ils voulaient tout massacrer pour ne pas laisser derrière eux des Vendéens qui seraient susceptibles de reprendre les armes. Il y a un de ces généraux, parce que celui qui commandait les colonnes incendiaires, vous connaissez peut-être le nom, Turreau, voilà. Il y a un de ces généraux qui était sous ses ordres, qui s'appelle le général Grignon. D'ailleurs, j'ai un livre sur général Grignon, si ça vous intéresse, qui disait lui-même, je sais que dans ce pays, nous pourrions trouver quelques patriotes, c'est-à-dire des républicains, qu'importe, il faut tout massacrer. Ah, donc, vous avez énormément de villages. Si vous avez déjà été en Vendée, vous le savez sans doute. Bon, il y a les Luc-sur-Boulogne, qui est le village emblématique, qu'on appelle l'Oradour vendéen ou le Bethléem de la Vendée, puisqu'il y a 564 personnes qui ont été regroupées dans l'église, et donc l'église a été détruite à coups de canon. Et parmi donc ces 564 personnes, on a 110 enfants. Pourquoi on connaît le chiffre précis? Parce que le curé qui avait réussi il n'était pas là à ce moment-là parce qu'il visitait des paroissiens malades. Donc, il a échappé au massacre et il va recueillir les noms de toutes ces personnes qui ont été massacrées. C'est pour ça que si vous allez au Luc-sur-Boulogne, vous avez les plaques
de tous les noms des personnes qui ont été massacrées, notamment des enfants. C'est pour ça qu'on connaît le nombre exact, 110 enfants de moins de 7 ans, et on voit leur nom avec leur âge. Parfois, c'est 2, 3 mois, 6 mois, et ça va jusqu'à 10 ans, 12 ans. Et c'est incroyable quand on voit ça. C'est pour ça que quand on nous dit qu'il ne s'est rien passé en Vendée, malheureusement, beaucoup de gens le disent encore. J'entends beaucoup de réflexions de ce genre. Eh bien, c'est des gens, malheureusement, qui ne connaissent pas ce qui s'est passé en Vendée. Donc, les Luxembourg-Boulogne, c'est un exemple parmi d'autres. Pour en citer des centaines. Il y a des centaines de villages qui ont été massacrés comme ça. Et le problème, vous allez peut-être me poser la question à la fin, combien il y a eu de morts, on ne sait pas réellement, c'est que des estimations. Les estimations les plus fiables des historiens, ce serait autour de 170 000 morts, 200 000 morts. Voilà, juste les Vendéens, sans compter les Républicains. Voilà, mais bon, c'est encore sujet à la caution et on n'a pas le chiffre réel. Bref, donc on a les colonnes infernales à partir de janvier 94 qui vont tout massacrer, et ça va avoir l'effet inverse, les colonnes infernales. Au lieu d'écraser l'insurrection, eh ben ça va la renforcer, puisque les hommes qui étaient prêts à retourner dans leur foyer, à déposer le fusil, eh ben ils vont être obligés de se battre jusqu'au bout, puisque indépendamment du fait qu'ils aient pris part au combat ou non, eh bien ils sont massacrés et leur village incendié. En fait, si vous habitiez dans le périmètre qui a été défini par la Convention, vous n'avez pas de chance de survivre. Voilà, puisque selon les mots des révolutionnaires, il fallait faire de la Vendée un vaste cimetière national pour ensuite le repeupler avec de bons patriotes républicains. Bref, donc ces massacres vont durer plusieurs semaines, et c'est au cours d'un des combats contre une colonne infernale que Monsieur Henri va être tué, pardon. Et je vais terminer avec lui parce que voilà, c'est un des personnages les plus emblématiques. Donc c'est le 28 janvier 94 près de Cholet, lors d'une embuscade. Il va être tué par un grenadier républicain. Et ce qui montre que Monsieur Henri, ça restait avant tout un chrétien, même s'il était connu pour être très brave au combat. Et il a quand même été tué en graciant le républicain à qui il a laissé la vie. Et donc le républicain, pour le remercier, eh bien lui tire une balle à bout portant. Donc Monsieur Henri meurt à cette occasion, donc à seulement 21 ans. Et il va être enterré sur place pour éviter. Il va être enterré sur place avec son agresseur, puisque sa tête était mise à prix par la Convention. Donc la Vendée perd un de ses plus glorieux chefs, mais il va y en avoir encore qui vont résister. Comme vous le savez, Charette va être un des derniers, même le principal chef à combattre jusqu'au bout. Il va s'unir avec les chefs qui restaient en place, notamment Stofflet, Marigny, Sapineau. Mais voilà, les divisions vont s'installer de nouveau. Et c'est pour ça que Charette, quelques mois plus tard, va faire la paix de la Genêt. Vous voyez dans le film, près de Nantes, il va signer un traité de paix avec la République, contre promesse de laisser les Vendéens tranquilles, d'avoir finalement une autonomie en fait dans le territoire insurgé, donc c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas à combattre pour la conscription, et ils auraient la possibilité de garder leurs armes. Mais on dit, il n'y a aucune preuve écrite, que les Républicains s'étaient engagés auprès de Charette de livrer Louis XVII, l'enfant du Temple. Alors voilà, il y a beaucoup d'historiens qui contredisent ce fait, puisqu'il n'y a aucune preuve écrite. Mais ce qui peut être une preuve de la véracité de ce fait, c'est que Charette, dans son quartier général à Belleville-sur-Vie, c'est près de La Roche-sur-Yon, eh bien, avait fait construire une maison qu'on a appelée le Palais Bourbon, puisque c'est pas du tout un palais, c'était une maison, mais on l'appelait le Palais Bourbon puisque c'était une maison qui était censée accueillir Louis XVII. Sauf que, comme vous le savez, Louis XVII va mourir. Bon, on va pas rentrer dans le débat, savoir s'il a survécu ou pas, parce que ça, c'est pas l'enjeu de cette conférence. J'ai pas moi-même d'avis là-dessus, parce que c'est très nébuleux ce qu'il y a autour de Louis XVII, mais selon la plupart des historiens, eh bien, il meurt le 8 juin 95. Donc, quand Charette apprend la nouvelle, eh bien, le conflit va reprendre, puisqu'il considère que la République a trahi sa parole. Donc, les combats vont reprendre, mais bien sûr, n'ont pas du tout la même intensité qu'auparavant, puisqu'il y a une lassitude qui s'empare de la population, forcément. Et surtout qu'à partir de ce moment-là, vous savez que Robespierre est tombé, donc la Convention cherche des mesures d'apaisement. Elle n'est plus du tout dans la période des colonnes infernales. Au contraire, elle essaie de pacifier le territoire, et notamment en rouvrant les églises. Parce que les Républicains ont compris que ce qui fait le soulèvement vendéen, c'est avant tout une cause religieuse. Donc si on permet aux Vendéens de retrouver leurs bons prêtres, eh bien, on désarme les Vendéens. On sépare la cause catholique et royale, finalement. Et c'est ce qu'a très bien compris le général républicain qui commande les troupes à ce moment-là, qui s'appelle le général Hoche, qui est connu pour avoir écrasé la tentative de débarquement anglo-immigré à Quiberon. Donc le général Hoche, très malin, très jeune, 27 ans seulement, eh bien, il permet au culte de reprendre, et donc petit à petit, Charette est abandonné par les siens. Donc aussi bien par les prêtres que par la plupart de ces officiers qui veulent se rendre. Et donc c'est pour ça que Charette est un des derniers à se battre, puisque lui, il veut mourir les armes à la main. Il y a un épisode célèbre quelques mois avant sa capture, vous savez, sur la plage vendéenne. Il attend l'arrivée du comte d'Artois, le futur Charles X,
il attend son débarquement, mais le comte d'Artois ne vient pas, puisque mal conseillé par les Anglais, comme on le disait, les Anglais n'ayant que peu d'intérêt à ce que la royauté soit restaurée, eh bien, les Anglais conseillent au comte d'Artois de revenir en Angleterre. Donc Charette attendait dépité sur la plage avec 15 000 hommes, et il dit aux émissaires du comte d'Artois, vous me voyez aujourd'hui avec 15 000 hommes, demain j'en ai plus que 300, il faut vaincre ou périr, je périrai. Donc Charette sait très bien qu'il n'a pas d'autre choix que de mourir. Et donc quelques mois après, donc d'abord en février 96, on a la capture et l'exécution d'un des derniers chefs qui s'appelle Stofflet, dont on a parlé tout à l'heure, qui va être fusillé à Angers. Et quelques semaines plus tard, c'est au tour de Charette, donc qui est capturé dans le bois de la Chaboterie. Si vous allez en Vendée, je vous incite à découvrir le très beau logis de la Chaboterie, donc qui entretient la mémoire de Charette avec la croix qui marque l'emplacement exact de sa capture. Et donc, dans un premier temps, il devait être emmené à Paris, puisque c'était vraiment l'homme le plus recherché de France. Hein. C'était pas un brigand isolé dans son coin. C'était vraiment, il y avait une véritable chasse à l'homme. Hein. C'était Mesrine, Charette. Hein. Donc, la Convention, quand elle apprend la capture de Charette, eh bien, dans un premier temps, donc Charette devait être conduit à Paris, sauf que finalement, changement de plan, il sera conduit donc à Nantes, parce qu'en plus Charette est en mauvais état. Et donc, il sera fusillé à Nantes le 29 mars 1796. Il n'avait pas encore 33 ans. Et en fait, sa mort marque vraiment la fin de la Grande Guerre de Vendée. Il y a eu plusieurs guerres de Vendée. Et je vais juste terminer par là, parce que vous entendez souvent le terme les guerres de Vendée, et non pas la guerre de Vendée, parce qu'il y a eu plusieurs soulèvements. Le premier, donc le plus important, en 93, qui se termine en 95 par le traité de la Jaunais, qui reprend quelques mois après quand Charette reprend les armes, jusqu'à sa mort en mars 96. Mais il va y avoir d'autres soulèvements vendéens plus tard, mais qui n'auront pas la même intensité, parce que ce seront des soulèvements avant tout politiques, donc royalistes, plus que catholiques, puisque à ce moment-là, la religion ne sera plus réellement menacée. En 1799, il va y avoir un autre soulèvement, on l'appelle la troisième guerre de Vendée, hein, même si, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas la même ampleur, beaucoup moins de gens impliqués, mais il y a quand même eu un soulèvement, donc en 99, qui se termine avec le coup d'État de Napoléon, puisque Napoléon, une de ses premières mesures, ça va être de pacifier la région, hein, donc notamment avec des mesures d'amnistie envers les Vendéens et les Chouans. Et puis ensuite avec le Concordat en 1801. Et puis il va y avoir une autre guerre de Vendée en 1815, à laquelle Auguste prendra part, parce qu'Auguste, j'en ai pas parlé, mais il était trop jeune au moment de la Révolution, donc il n'a pas pris part à la Révolution. Il n'avait que 8 ans au moment de la guerre de Vendée. Donc il était émigré en Angleterre, mais il va prendre part à cette guerre de Vendée de 1815, qui pour les royalistes est quand même une défaite, parce qu'ils ont été battus sur le terrain par les troupes napoléoniennes, mais c'est quand même une victoire, puisque bien sûr intervient Waterloo entre-temps. Donc c'est une défaite militaire pour les Vendéens, mais quand même une victoire politique, puisque quelques jours après, ils obtiennent gain de cause, donc avec la défaite de Napoléon à Waterloo. Et il y aura une toute dernière guerre de Vendée, mais qui est, on peut dire, un peu anecdotique. C'est en 1832. Là, ça nous ramène à une autre époque, mais vous savez peut-être ce qui se passe en 1832. On est sous quel régime en 1832 ? Monarchie de Juillet. Et il y a la duchesse de Berry, qui est la mère de l'héritier légitime de la couronne de France, Henri V, le futur comte de Chambord, le duc de Bordeaux à l'époque. Donc la duchesse de Berry, qui était une véritable Jeanne d'Arc de l'époque, eh bien, elle voulait remettre son fils sur le trône, et donc elle était dans cet imaginaire romantique vendéen. Elle pensait que la Vendée était restée la Vendée fidèle de 93, et elle pensait pouvoir facilement soulever la Vendée pour ensuite remettre son fils Henri V sur le trône. Ça va être un échec total, il va y avoir quelques prises d'armes, mais la police de Louis-Philippe est bien au courant de ce qui se passe, donc c'est pour ça que très rapidement, l'insurrection est écrasée, et elle va être elle-même capturée à Nantes quelques mois plus tard. Donc voilà, 1832, c'est la dernière guerre de Vendée, mais voilà, qui n'a pas du tout la même ampleur, mais on la considère souvent comme la 5e guerre de Vendée. Donc c'est pour ça qu'on parle des guerres de Vendée, étant donné qu'il y a eu plusieurs épisodes. Voilà. On pourrait dire beaucoup d'autres choses, mais on va s'arrêter là. Et je vous propose un temps de questions-réponses. Si vous en avez, n'hésitez pas. Merci à vous.